Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, en plus, je suis doublement heureuse parce que je ne suis pas seule à animer ce podcast. J'ai une invitée de marque qui a accepté mon invitation pour parler d'un sujet qui nous questionne toutes les deux, le sujet du code switching. Et j'accueille aujourd'hui Mélissa du compte Instagram Pas Taberette. Et si jamais tu la connais pas, si jamais vous ne la connaissez pas, je vais lui laisser justement le temps de se présenter, de nous dire ce qu'elle fait, qui elle est et surtout pourquoi le sujet la questionne autant que moi. Merci Mélissa, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Sarah de m'avoir invitée. Je suis hyper contente de pouvoir parler de ça avec toi et avec les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Moi aussi. Donc du coup, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master à Paris et je suis donc, comme tu l'as dit, derrière le compte Instagram militant antiraciste Pas Taberette, dans lequel j'essaye de déconstruire certains clichés qui visent surtout les femmes maghrébines, la communauté maghrébine. Et voilà, je parle de plein de sujets divers et variés. Je parle des cheveux bouclés, je parle des clichés qui nous touchent toutes aujourd'hui, surtout en France. Et justement, avant de parler du code switching, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce compte sur Instagram ? Alors, j'ai créé ce compte il y a bientôt 2 ans. Et je me rappelle, je l'avais vraiment créé dans la cuisine de mes parents à Marseille, parce que je suis à Marseille. Et en fait, je parlais avec une copine, une nord-africaine du coup, qui me parlait un peu de ses expériences avec les hommes maghrébins. Et elle me parlait d'un compte Facebook qui s'appelle Facebook, dans lequel plein d'hommes maghrébins se réunissent. Enfin, il n'y a pas que des hommes, je sais, mais il y a des sujets un peu virulents qui sont abordés, les beurettes, par exemple. Et elle me parlait de ce compte-là et je me disais, c'est fou parce qu'il n'y a pas assez de comptes féministes sur Instagram qui parlent en fait des femmes maghrébines et de ce que nous, on ressent, de ce qu'on expérimente au jour le jour. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai beaucoup de choses à dire et c'est vrai que je sentais que j'avais un besoin de m'exprimer là-dessus, à un différent niveau qu'avec mes parents ou avec mes amis. J'avais besoin de m'exprimer tout simplement. Du coup, j'ai créé ce compte de base comme un journal intime en fait, dans lequel je partagerai un peu ce que je pense et tout ça. Et c'est parti de là en fait. De base, je voulais pas forcément créer le compte féministe qui parle des clichés envers les femmes maghrébines, mais je voulais vraiment m'exprimer sur plein de sujets qui me tenaient à cœur. Et voilà, c'est parti de là, en fait, c'est parti d'une conversation avec une copine. Voilà. J'adore parce que tu vois les projets qui naissent dans les cuisines des parents, ça peut prendre énormément d'ampleur. En tout cas, c'est un compte qui grandit de jour en jour. Et moi, je crois que je t'ai découvert peut-être il y a 1 an, un truc comme ça. Ouais. Et tu vois, je suis un peu tout ce que tu fais et ça me parle énormément, évidemment, parce que je suis une jeune femme maghrébine. Et encore, moi, tu vois, je suis née, j'ai grandi en Algérie, donc il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en arrivant en France. Et je trouve que c'est
c'est super que justement, que tu abordes des choses qui sont loin des clichés, en tout cas, que tu abordes des sujets qui tendent à déconstruire tous les clichés qu'on peut avoir sur les beurettes, sur les femmes nord-africaines qu'on tague de beurettes. Donc merci et bravo pour tout ton boulot. Je vous mettrai le lien dans la description, tous ces liens, toute son actualité dans la description sans faute. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler du code switching aujourd'hui. Alors déjà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui froncent un peu les sourcils en mode quoi, Kizako, c'est quoi le code de switching? Mélissa, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est? Ouais, bien sûr. Alors en fait, du coup, le code switching de base, c'est un concept qui vient des études sociolinguistiques. Donc de base, c'est cette aptitude en fait pour les personnes qui ont vécu dans un environnement bilingue de switch de langue, de changer de langue ou de dialecte au cours d'une conversation continue. Donc de base, ça vient vraiment d'un concept tiré de la linguistique qui s'appelle en français, je pense, alternance codique. Je suis pas une experte en linguistique, mais je sais que ça vient de là. Et justement, j'ai travaillé sur un essai du coup en cours qui parle du code switching, mais dans un contexte un peu plus, plus social que linguistique. Et du coup, j'avais cité cette psychologue américaine qui s'appelle Jameta Nicole Barlow et qui explique très simplement ce que c'est que le code switching. En fait, elle dit qu'il y a comment nous parlons et opérons chez nous, donc dans notre environnement, donc notre maison, quoi, VS dans notre famille, VS avec nos amis, VS avec les gens en dehors de notre cercle amical, donc c'est-à-dire nos collègues ou les inconnus. Donc le code switching, c'est un peu ce phénomène qui arrive surtout chez les personnes racisées, dans des environnements de travail ou dans des groupes amicaux, etc., où on va changer en fait de comportement, de façon d'être, de comment on parle, parce qu'on sent une certaine pression ou un certain jugement qui vient de l'extérieur. Donc le code switching, c'est surtout ça. C'est vraiment changer sa façon d'être par rapport à l'environnement qui nous entoure. C'est super, tu vois, justement de poser le contexte et de savoir d'où on parle et surtout de préciser que là aujourd'hui on parle du code switching pour nous en tant que personnes racisées, notamment en tant que femme maghrébine, parce que ça me parle aussi. J'imagine que ça te parle d'autant plus. Mais du coup, comment toi tu as appris ou tu as su que tu faisais du code switching? À quel moment, déjà, est-ce que tu t'en souviens et à quel moment t'en as pris conscience? Justement, je pense que en arrivant à la fac, j'ai commencé à côtoyer des gens, enfin j'ai commencé à traîner avec des gens qui me ressemblent, donc des Arabes, des Noirs, des personnes racisées, quoi. Et je me suis j'ai fait une sorte de rétrospective de mes années de lycée. C'est un peu ce que tu fais quand tu entres à la fac. Tu te dis, ben, où est-ce que j'en suis maintenant, qui je suis aujourd'hui, et par rapport à finalement qui t'étais au lycée. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au lycée, j'avais un groupe d'amis uniquement composé de filles blanches. J'étais la seule personne racisée du groupe. Et je me suis rendu compte en fait que mes réactions, ben, elles étaient un peu teintées par le jugement qu'elles pouvaient avoir de moi, donc ces filles-là. Et j'avais peur finalement de les décevoir, ou j'avais peur qu'elles me jugent, ou j'avais peur qu'elles pensent, voilà, certains clichés de moi, ouais, les Arabes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué en fait en faisant cette sorte de rétrospective que ben j'étais pas vraiment moi-même avec elles et que comment dire, là je bug. Ouais, en gros, tu t'es rendu compte qu'il y avait une que tu switchais finalement, tu vois, d'un milieu Voilà. à un autre en fonction des personnes que tu avais en face de toi. C'est ça, et j'essayais en fait de rentrer dans le groupe, de vraiment de m'intégrer au groupe à fond, quoi, quitte à oublier finalement qui j'étais vraiment. Donc c'était souvent, surtout quand il y avait des soirées par exemple,
et qu'elle me proposait de venir aux soirées et que moi j'étais là en mode ouais, pas de souci, t'inquiète. Alors qu'à côté, bah, je devais batailler avec mes parents pour leur prouver que la soirée, elle était voilà, safe, qu'il y avait rien, tout ça, tout ça. Bon, on connaît nos parents qui sont hyper protecteurs. Et voilà, je voulais éviter en fait ces clichés-là et les répercussions que ces clichés pouvaient avoir sur moi finalement. Et je sentais en fait un vrai décalage entre elle et moi parce que c'est sûr qu'on vient pas des mêmes familles, on vient pas la même culture et c'est ok. Euh, mais moi, j'essayais vraiment de camoufler ça et finalement, quitte à oublier ben, qui je suis, quoi. Donc, Ouais. c'est à partir de là vraiment que je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de décalage. J'avais pas encore posé le mot code switching parce que ben, je connaissais pas. C'est vraiment récemment hein, que j'ai entendu ce mot-là quand j'ai commencé à travailler dessus. Mais ouais, au lycée, je me rendais compte petit à petit, plus je grandissais, plus je me rendais compte que c'est un truc en fait que je fais depuis un moment, surtout encore plus maintenant que je suis dans la sphère professionnelle, que je suis rentrée dans le milieu pro, je me rends compte que ça me colle encore un peu au corps. Et je me dis finalement, ben c'est inconscient en fait. C'est vraiment quelque chose d'inconscient que je fais quotidiennement sans m'en rendre compte. Et c'est quand j'ai commencé à lire des articles dessus, poser des mots dessus, et aussi parler aux gens par rapport à leurs ressentis, à leurs expériences, et que je voyais que ça, c'était des expériences qui se, qui se rejoignaient, que j'ai compris que ben, je suis pas la seule à faire ça, quoi. Voilà. Et clairement, je confirme que t'es pas la seule à faire ça. Et tu vois, moi, j'ai pris conscience de ça. Bah déjà, quand je suis arrivée en France, moi, je suis arrivée à 23 ans en France. Et même si je parlais très bien français, parce que j'ai été éduquée dans un environnement francophone, je sentais, tu vois, qu'il y avait une différence entre le moment où je retournais, par exemple, à Alger et le moment où j'étais ici. J'avais besoin de me faire accepter, tu vois, moi, par exemple, j'étais super contente, tu vois, là, je rigole parce que je me dis, mais avec le recul, je souris, mais à l'époque, j'étais hyper heureuse qu'on me dise des choses comme, tu n'as pas d'accent, tu vois. Alors que t'es là genre, ben oui, mais même si j'ai un accent, c'est ok parce que le français n'est pas ma langue maternelle, tu vois. Euh, et du coup, quand je me dis ah mais t'es algérienne, mais t'as pas d'accent, limite j'étais aux anges parce que je me disais oh, super, je suis acceptée. Et du coup, Ouais, je suis partie du groupe. Et dans le milieu pro, c'est pareil. Moi, j'ai bossé dans beaucoup, enfin, dans des entreprises, des grosses boîtes de consulting, tu vois, où on a besoin justement déjà de porter le costume mais vraiment au sens propre, tu vois, de la consultante ou du consultant. Et du coup, souvent, je me surprenais, tu vois, quand je prenais le recul sur les situations, à faire ou à dire des choses qui n'étaient pas du tout en accord ni avec parfois mes valeurs, mon éducation, la manière dont je parle, ou même parfois, tu vois, certains goûts, mes goûts musicaux, mes goûts culinaires. J'avais l'impression qu'il fallait que je m'adapte. mm, Et avec le recul, je me dis, mais quelle énergie j'ai dû mettre, enfin, la masse d'énergie que tu mets dans ça, juste pour euh, cadrer avec la norme ouais, eurocentrée qui est pour nous la norme ultime. Tu vois, si tu rentres dans le moule, c'est bon. Si on te valide, c'est bon. C'est bon. Tu passes le test. Euh, et ben, du je coup, pense, ouais. pardon. Non, vas-y. Non, mais je pense que c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent de moule. Et c'est vrai que qu'on oublie souvent qu'il y a vraiment une culture dominante en Europe et une Oui. culture des pouvoirs celle qui impose un peu ben, la manière de vivre, la langue, la manière d'être en général. Il- enfin, chaque pays, je pense, a une culture dominante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les résultats et les conséquences de la colonisation, de l'industrialisation, de l'économie en général, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment une culture dominante en termes d'économie, en termes social ou politique même, qui fait qu'aujourd'hui, ben, le moule, c'est ben, la majorité, la culture dominante, c'est les personnes ben, blanches, hétéronormées, hommes blancs, cisgenres, tout ça. Donc ça, c'est la norme et on essaye vraiment de se faire accepter
où qu'on aille. Enfin, voilà, quoi. Mm. Ouais, c'est épuisant, c'est mentalement drainant, en fait. Ouais, c'est drainant et je suis d'accord avec toi quand tu parles du cadre de référence, tu vois, recentré et de la culture dominante parce que, tu vois, moi par exemple, c'est mon mari aujourd'hui qui souvent me rappelle à ça parce que tu vois, par exemple, quand je l'ai rencontré, un jour, je sais pas de quoi en parler et je lui dis, mais quoi, tu connais pas le club Dorothée? Et il me regarde, tu sais, en mode what? Et sachant que mon mari est un homme noir d'origine sénégalaise qui est né en Sénégal et qui a grandi au Sénégal. Et du coup, il m'a regardé en mode non. Et tu sais, en mode je m'en fous en fait, je connais pas et c'est ok, je m'en fous. Ça m'a renvoyé à ma propre aliénation, tu vois. J'étais complètement en mode comment ça, tu connais pas le club Dorothée? Moi, j'étais en Oui, c'est pas Algérie normal. et je regardais ça tous les mercredis et je me dis mais tu te rends compte, ton cadre de référence, il est celui-là, et Ouais, limite, tu juges et tu critiques et tu sors de ton cadre des personnes qui ne connaîtraient pas ta culture de référence qui n'est pas forcément la tienne, tu vois. oui, oui, Et très souvent, tu vois, on parle de certaines choses et où lui me dit non, je connais pas, mais c'est pas, et c'est ok en fait, parce que je suis pas bah censée oui, bien connaître, sûr. tu vois. Totalement, bah oui. Bah oui, c'est pareil pour les grands philosophes, les grands écrivains. Ah, t'as pas lu toutes les œuvres de Rousseau, mais comment c'est? Bah non, enfin, c'est pas C'est ça. grave, il n'y a pas que ça, quoi. Non, non, il n'y a pas que ça, et je trouve que c'est super important justement qu'on prenne conscience de ça. Mais toi, du coup, comment tu as réagi ou comment tu t'es senti quand tu t'es rendu compte que tu faisais du code switching? Euh, Ben, cette période que j'ai eue un peu de rétrospective euh, dans mes années fac, où j'ai commencé à réfléchir à mon identité finalement, et comment j'étais au lycée, comment je suis aujourd'hui. Ben, je continue aujourd'hui, hein, je sais pas totalement qui je suis, je pense que personne ne le sait. Mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi à tout ça, bah, j'avais ce sentiment un peu de honte. Je pense que quand tu essayes de gommer une part de ton identité, et ce que tu disais tout à l'heure, tu étais contente que les gens te disent que t'as pas d'accent. Je me reconnais beaucoup dans ça parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai essayé de gommer mon algérianité. Moi aussi, Ouais. je suis née en Algérie, je suis arrivée en France quand j'avais, pas comme toi, quand j'avais 4 ans, du coup très jeune. Donc, je me reconnaissais pas, en fait, dans ça. Et je voulais à tout prix gommer ça, en fait. J'avais honte de mon nom. Aujourd'hui, j'ai plus honte de dire ça parce que on sait que c'est dû à plein de choses externes qui sont pas forcément de notre ressort. Mais ouais, je voulais enfin, j'aimais pas mon nom, j'aimais pas dire que j'étais née en Algérie, j'aimais pas dire que je parlais arabe. Je disais à ma mère à chaque fois, quand elle me parlait arabe dehors, je pense que tout le monde a vécu ça, mais on parle pas arabe. Ici, on est en France, on parle français. Horrible, quoi, horrible. Mais bon, mais oui, voilà, j'avais ce sentiment de honte, de culpabilité. Et aujourd'hui encore, même si ça se traduit différemment dans le milieu professionnel, je me dis bah pourquoi j'arrive pas à être moi-même en fait, pourquoi j'arrive pas à exprimer à 100% mon identité. euh, et oui, c'est surtout un sentiment de culpabilité, de honte, d'incompréhension aussi parce que tu te dis ouais ben tout le monde arrive à être lui-même. Je vois que tout le monde est à l'aise. Après c'est pas toujours vrai, mais il y a ce sentiment d'incompréhension, pourquoi moi je me sens comme ça et les autres non. Mm. c'est Ouais, bien surtout sûr. C'est surtout ça, en fait, que j'ai ressenti. Mais je pense que ça se travaille au fur et à mesure. Plus on grandit, je pense, plus on apprend de nous-mêmes et plus on reconnecte avec nos différentes identités, finalement. Mm. Oui, et puis plus on prend conscience du pourquoi, tu vois, Ouais, pourquoi on le fait et dans quelle situation on arrive à, tu vois, à être plus, oui, en fait, à assumer son identité et toutes les mm, facettes de son identité, même si elles sont parfois perçues comme négatives, néfastes. Tu vois, moi je pense à un truc, par exemple, le turban en Algérie, il y a beaucoup de femmes, tu vois, qui portent. Je parle pas forcément du voile, tu vois, mais de porter un mm, foulard, un turban à la maison. Moi, j'ai toujours vu des femmes de ma famille, même si elles n'étaient pas voilées, tu vois, porter le turban. Et je crois que la première fois que j'ai fait ça, c'était il
il y a un mois, tu vois, j'ai 40 ans, quoi. Ça fait 15 ans que je suis en France, même plus. Et j'étais, mais toute, tu vois, j'étais hyper émue parce que je me suis dit, tu te rends compte, c'est la première fois que tu portes un turban pour sortir dans la rue et tu sais, c'est comme ça dans la rue et, tout le monde s'en fout en fait. Ok, c'est bon. Et, et c'est ça en fait, c'est vraiment, tu te réappropries les choses au fur et à mesure et surtout, t'acceptes aussi ce que tu disais tout à l'heure que tu vas pas le faire, tu vas pas switcher, arrêter de switcher du jour au lendemain parce que c'est tellement ancré que ça demande de vraiment déconstruire un certain nombre de choses. Et ça passe par plein de choses, comme tu dis, porter le turban la première fois, accepter ses cheveux aussi. Enfin, vraiment, ça Oui, passe par plein de petits trucs qui nous paraissaient avant, je pense, débile. Enfin, moi, quand je me lissais les cheveux, enfin, je pensais pas à tout ça, je pensais pas à la déconstruction, enfin, des standards coloniaux, les standards européens de beauté, etc. Je pensais pas du tout à ça. Je me disais, bah, je me lisse les cheveux parce que j'aime pas mes cheveux, tout simplement. Mais après, plus ouais, tu grandis, plus tu t'intéresses à ça, plus tu as envie de te reconnecter avec ton identité, plus plus t'es fier en fait de porter de porter ton turban, de porter tes cheveux bouclés, frisés. Enfin, ça passe par plein de petites choses en fait qu'on apprend à déconstruire petit à petit et, et voilà. ouais. Oui, c'est ça. Et je te rejoins sur le lissage. Moi, j'ai arrêté de faire des. Moi, je me défrisais les cheveux. Tu vois, c'était un peu la mode, notamment en Algérie. J'ai continué à faire ça ici parce qu'on voulait trop avoir les cheveux raides de la nana de la pub sur TF1, tu vois. Le jour où j'ai arrêté de me lisser les cheveux, je crois que j'avais 30 ans ou 32 ans. Et ça a été mais une révélation. Une révélation. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que c'était vraiment un changement radical. Et d'ailleurs aujourd'hui, mes cheveux, c'est vraiment c'est devenu un outil politique pour moi, un outil de lutte, parce que souvent on me dit, mais même des gens de ma famille, ah, tu veux pas te faire un petit lissage? Mais jamais vous touchez à mes cheveux, plus jamais je me lisse les Jamais. cheveux. Non, ouais, je suis d'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des moments, toi, ou des situations plus que d'autres, enfin, dans lesquelles tu vas switcher plus que d'autres? Il y a des moments pour moi, switcher, c'est ne pas être totalement soi-même. Il y a des moments où je suis totalement moi-même et j'ai remarqué ça, c'est surtout quand je suis avec des gens qui me ressemblent finalement, qui viennent, enfin, pas forcément d'Algérie ou quoi, mais voilà, qui ont des expériences similaires aux miennes, qui partagent des intérêts aux miens, des luttes sociales comme moi, des personnes avec qui je m'entends et on se comprend, quoi. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que j'étais pas non plus à 100% moi-même parce que je pense que personne ne l'est vraiment, sauf quand on est seul et encore. Mais c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que c'est là où j'étais la plus épanouie et c'est là où j'avais le moins besoin, en fait. Mon cerveau m'envoyait moins de signaux de switcher de tempéra, enfin de façon d'être ou de comment je parle. Et c'est quand ben, je suis avec des gens qui me ressemblent, des gens qui partagent des choses communes, des gens voilà, des personnes racisées surtout, avec qui, ben, comme toi, on peut parler de ce genre de choses, où on peut avoir des safe space, en fait, où on peut parler vraiment de tout sans être jugé. Et c'est là vraiment que je suis la plus moi-même. Mmh. D'accord. Et est-ce que tu as parfois des personnes ou enfin des gens de ton entourage qui ont remarqué ça et qui te l'ont peut-être fait remarquer un jour, de disant ah tiens avec dans telle situation t'es comme ça et dans telle situation t'es plutôt comme ça. Bah, depuis que je suis rentrée dans le milieu professionnel, etc., oui, enfin, on me l'a fait remarquer, mais pas frontalement, pas directement, en passant par plusieurs tournures de phrases. Et j'ai remarqué que celle qui revenait le plus, c'est on a l'impression que t'es pas toi-même, que t'es pas, enfin que tu t'exprimes pas assez, que t'es un peu voilà solitaire, parce que c'est bon, c'est vrai que il y a une part de ma personnalité aussi. Je suis quelqu'un de, enfin je suis pas très
Je suis quelqu'un d'assez réservé en soi. J'aime bien la solitude, hein, jamais rester seule dans mon coin. Comme parfois, ben, comme je dis, quand je suis avec des gens qui m'inspirent et qui m'intéressent et que je sais qu'ils vont pas me juger, quand j'ai pas cette peur en fait du jugement, ben il n'y a pas de problème, je suis moi-même. Mais c'est vrai que dans des milieux professionnels et encore plus quand t'es une femme et quand t'es une femme racisée, c'est dur en fait d'être toi-même, de t'exprimer à 100% parce que t'as peur de pas être prise au sérieux, t'as peur d'être jugée tout simplement, t'as peur qu'on te donne pas assez de responsabilités parce que t'es une femme ou parce que t'es racisée. Et oui, on me l'a fait remarquer, mais comme je t'ai dit, par des tournures de phrases comme bah, t'es pas toi-même, t'es et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un souci, quoi, qu'il y avait ce phénomène de code switching qui se faisait sans même que je m'en rende compte. Parce que quand il me disait ça, j'étais limite choquée. Je me disais, ah Mm. bon, bah, moi j'ai l'impression au contraire, de sortir de ma zone de confort parfois même et de me surprendre à vous raconter des choses, à être comme ça, alors que je ne le suis pas d'habitude dans ce genre d'environnement. Et du coup, tu as l'impression que c'est jamais assez en fait. Et qu'il faut toujours que tu t'en montres plus, mais parfois tu peux juste pas. Et Mm. c'est plus fort que toi en fait. Mm. Mais oui, on me l'a déjà fait remarquer. Après, moi, je le prends pas mal. Au contraire, justement, ça me permet de réfléchir à ce genre de choses. Mm. Ouais, justement, est-ce que tu penses du coup que il faut apprendre à déconstruire les comportements liés au code switching ou au contraire, c'est un moyen de s'intégrer dans les différents environnements qui nous entourent? Ben, moi, je pense que le code switching, c'est ni négatif ni vraiment positif. Ça peut être positif parce que finalement, enfin, c'est un mécanisme d'autodéfense que tu te mets à toi-même par peur, en fait, pareil, comme j'ai dit, du jugement. Mais, pardon, c'était quoi la question? Oui, tu disais c'est ni négatif ni positif, du coup il n'y a pas forcément besoin de gommer ça en fait. Oui, non, il n'y a pas forcément besoin de gommer ça, c'est ni positif ni négatif, ça peut être positif, parce que ben, t'évites probablement certaines situations grâce au code switching, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut devenir drainant. Et il y a pas mal d'études qui montrent que finalement, ne pas montrer à 100% son identité et gommer certaines parties de son identité, ben, ça peut résulter à du burn-out, surtout dans les milieux professionnels, où tu te rends compte que quand tu rentres, en fait, t'es fatigué d'avoir fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et je sais enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le luxe d'être eux-mêmes au travail. C'est quelque chose, je pense, enfin, que plein de gens prennent. Ouais, soyez vous-même. On veut que votre personnalité, elle ressurgisse et tout. Mais finalement, ben, je sais pas trop enfin, ces personnes-là peuvent assumer certaines personnalités ou, enfin, il y a un blocage, ça c'est sûr. Et Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à nos lectrices, enfin, en tout cas celles qui nous écoutent et qui se diraient oh là là, mais moi j'ai l'impression de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais à celles chez qui ça peut susciter de l'incompréhension, de la honte, de la culpabilité, à celles qui se diraient faut absolument que je change. Qu'est-ce que tu leur dirais? euh, ben, déjà, je pense que pour aussi répondre un peu plus à ta précédente question, je pense que ce qu'il faut déconstruire surtout, c'est pourquoi on code switch en fait. Pourquoi il y a cette envie de pas être nous-mêmes, pourquoi il y a ce besoin en fait de cacher certaines parties de notre identité. Pourquoi aussi ben, on a l'impression de pas être pris au sérieux au travail ou en tant que nous deux en tant que femmes racisées, et pourquoi les plus grands postes de pouvoir sont attribués à des hommes blancs, cisgenres. Pourquoi tout ça? Je pense que c'est ça qu'il faut surtout déconstruire avant de nous-mêmes se déconstruire à titre personnel. Et surtout, bah, faut pas, ce que je dirais aux gens qui se reconnaissent dans ça, parce qu'il y en a beaucoup,
à qui j'ai parlé d'ailleurs, ben, je pense qu'il faut pas en avoir honte. Quand on réalise qu'on fait ça, en fait, faut pas en avoir honte, faut pas se sentir coupable parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a d'autres choses qui sont pas de notre ressort qui font qu'on fait ça. Ça vient pas de nulle part, c'est pas anodin. Et bah, faut en parler. Je pense que le mieux, c'est de parler à des gens avec qui on se sent safe, avec qui on sait de sûr qu'ils vont pas nous juger. Et on peut être surpris, en fait, parce que moi, je pensais vraiment être la seule à ressentir un peu ça, même quand on a parlé de gommer notre africanité, d'avoir honte de qui on est, etc. Je suis sûre, enfin, c'est sûr qu'il y a C'est plein de gens sûr. Oui, qui ont c'est sûr. et plus, en fait, on se dit pas forcément ça parce que moi, je me sentais très seule. Je pensais vraiment être une sorte de petit canard et de pas, enfin, d'être vraiment seule face à ça et d'avoir honte seule et de me dire, bah, je suis seule à ressentir ça alors que non, pas du tout. On est plein à ressentir la même chose et en parler, parler à des gens qui peuvent avoir les mêmes expériences que nous, qui peuvent ressentir la même chose que nous, c'est hyper thérapeutique en fait parce que ben Ouais. on peut se parler, on peut voilà, Mm. tout simplement. Ouais. Et c'est un bon exercice, justement, j'aime souvent donner des choses un peu concrètes. Et là, le fait effectivement d'en parler autour de soi et de juste se poser la question déjà comment ça se manifeste dans mon quotidien, est-ce Ouais, que je peux en parler autour de moi? Déjà, ça permet de d'avoir des pistes de réflexion et de d'être moins seul, en tout cas de se sentir moins seul. C'est sûr. non, mais c'est important. Mm. C'est important parce que comme j'ai dit, c'est drainant, quoi. Parfois, j'ai reçu des messages de femmes qui me disent bah, j'ai quitté mon taf à cause de ça parce que j'en pouvais plus de faire semblant, d'entendre des petites blagounettes racistes et de pas réagir parce que bah, j'ai pas les armes en fait pour réagir. J'ai pas envie de me recevoir un raz-de-marée de haine et de ah, pourquoi tu rigoles pas? Enfin voilà, enfin plein de petits trucs comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui se prennent plein de remarques dans la gueule, dans les milieux professionnels notamment, et qui n'osent pas riposter parce que Mm. c'est comme ça, mais oui, ça fait du bien en fait de parler à des gens qui se reconnaissent dans ça. Ça Mm. fait du Ouais, et c'est pas toujours simple. Moi, je sais que j'ai quitté le salariat notamment pour ça, parce que j'en bien. avais marre. Alors moi, j'ai fini par être la nana chiante parce que j'ai commencé à remettre les gens à leur place et à leur dire ça c'est pas ok. Et du coup, ça me prenait énormément d'énergie et en fait, j'étais crevée. Tu vois, à la fin de la journée, j'étais juste crevée et juste pas envie d'être la chieuse de service. Et ça, plus le sexisme, plus le racisme, plus les petits accords entre copains, copines pour les promotions, les machins. À un moment, tu te dis non, mais en fait, soit je continue et je gomme justement des choses de mon identité, soit je me barre. Moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir le faire et d'avoir pris le temps de le faire. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas l'opportunité, tu vois, de dire je me barre et fuck et démerdez-vous. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver un entre-deux, de trouver un équilibre et de ne serait-ce que de commencer à en parler autour de soi avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont ou pas d'ailleurs dans la même situation. Mais l'idée, c'est vraiment d'échanger. Et d'ailleurs, si tu nous écoutes et que ça te parle, n'hésite pas à venir partager avec nous sur nos comptes Instagram respectifs ou par mail. Et du coup, on arrive à la fin du podcast. Mélissa, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressées par le sujet? Un mot de la fin. J'ai réfléchi. Ou pas d'ailleurs. Non, mais je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de solidarité plus que tout. Je pense surtout maintenant, là, avec ce qui se passe au niveau du climat politique. Je pense qu'on a besoin
aujourd'hui plus que jamais de serrer les coudes. Je sais que c'est un message un peu bateau, mais c'est vrai. Mais il est tellement important. Et je précise juste pour poser le contexte, on enregistre ce podcast au lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2022. Donc oui, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de s'entraider, on a besoin de s'écouter, on a besoin de trouver des espaces comme toi tu en offres, où on peut s'exprimer librement, sans jugement. On a vraiment besoin en fait entre nous en fait d'entraide et de soutien, parce qu'on trouvera ça nulle part, surtout maintenant. Et voilà, j'ai surtout envie de lancer un message d'espoir, je pense, et de dire que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dévastés, qui sont à bout, et j'ai envie de vous dire, c'est pas fini, mais continuons à être nous-mêmes, et continuons à vivre nos vies comme on veut, parce que nos vies, elles comptent. Continuons à rayonner et à augmenter le volume au max. C'est ce que je vous dis pratiquement toutes les semaines. On augmente le volume, et surtout, je rejoins Mélissa sur le fait que si tu les écoutes, c'est que t'es pas seul et tu n'es pas seul. Et encore une fois, n'hésite vraiment pas à partager, à nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci d'avoir été au bout du podcast. Comme d'hab, je te le répète, mais je m'en lasse jamais. Tu mérites un amour, et moins que ça, tu prends pas. À très vite. Ciao. Merci. Merci Mélissa. À très très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup.